Merci de vous joindre à nous sur Sahel TV pour le journal Les Titres. Les écoles privées ne refusent pas de payer les impôts, mais ils ont besoin de conditions allégées. Une requête du syndicat des acteurs de l'enseignement privé pour régler son contentieux avec le fisc. Les partis de l'Alliance électorale demandent la recomposition de la CENI du Conseil constitutionnel pour des conditions transparentes. Une exigence inappropriée, répond la majorité. Au Sénégal, l'ancien maire de Dakar décide de soutenir l'ex-premier ministre Idrissa Seck à la présidentielle. Un soutien de poids qui risque de changer la donne du scrutin du 24 février. Voilà pour les titres, merci de vous joindre à nous. Le syndicat national des acteurs de l'enseignement privé monte au créneau au cours d'un point de presse tenu hier soir à Nouakchott. Il a exprimé sa bonne foi pour le paiement des impôts, mais dans une formule consensuelle et moins contraignante, sans quoi certains établissements risquent de mettre la clé sous la porte. Il a dénoncé l'amalgame souvent fait entre les écoles privées et entreprises commerciales à visée mercantile. C'est récidive. L'imbroglio fiscal qui oppose le syndicat national des acteurs de l'enseignement privé en Mauritanie à la direction générale des impôts est loin d'être terminé. 9 écoles privées sur un total de 410 que recèle le pays sont sous le coup d'une fermeture si elles ne s'acquittent pas de leurs charges. Il y a quelques semaines, les établissements privés étaient en grève pour réclamer des facilités qui leur permettent de régler leurs impôts en plusieurs échéances. Nous sommes en train d'essayer de compléter le droit à l'éducation. Nous sommes en train de compléter ce que l'État aurait dû faire pour les Mauritaniens et pour les enfants mauritaniens. Quant à ce qui nous reproche de faire une boutique, nous avons les statistiques qui plaident en notre faveur. Toutes les statistiques des examens ont montré que nous dépassons de beaucoup les résultats, ceux des institutions publiques. Le mode de paiement proposé par les écoles privées, le règlement en plusieurs tranches, n'est pas du goût des autorités fiscales. Elles exigent le versement immédiat de la totalité de la somme due, avec des arriérés, les majorations, les amendes, selon les syndicats. Voilà donc la pomme de discorde entre les deux parties. On ne refuse pas de payer les impôts. Nous sommes des citoyens et nous sommes tenus de payer les impôts comme tout le monde. Mais quelqu'un qui avait un forfait de 30 000 annuels et qui se retrouve du jour au lendemain à devoir payer 1 525 000 anciennes monnaies, je crois que c'est trop. Mieux, si je n'avais pas payé ça aujourd'hui, ils allaient fermer mon établissement. Ils l'ont fermé il y a une semaine, jour pour jour, le vendredi passé. Ils sont venus, ils ont trouvé les élèves, ils m'ont dit de sortir les élèves avec les policiers. Les policiers étaient dehors, je précise qu'ils n'étaient pas à l'intérieur parce qu'il ne faut pas que je dise quelque chose qui n'est pas vrai. Ils étaient dehors, mais quand je suis venu, les policiers étaient dehors. Je leur ai demandé au moins d'attendre que le dernier parent vienne récupérer son enfant. Parce que les parents, il y en a qui sont toujours très retardataires, ils viennent parfois même à 15 h. Ils ont voulu attendre finalement, mais à 15 h ou 14h45, ils ont fermé l'établissement. De l'avis du syndicat, l'intransigeance des services fiscaux mène à la fermeture des écoles ou à faire payer aux parents d'élèves des charges supplémentaires. Cette situation est préjudiciable pour l'avenir des enfants et particulièrement pour les candidats au bac et au concours d'entrée au premier cycle du secondaire. L'opposition définit les conditions à réunir pour la transparence du scrutin présidentiel 2019. Dans une correspondance adressée au ministère de l'Intérieur, les partis de l'Alliance électorale FNDU et RFD insistent entre autres réclamations sur un climat politique apaisé et une recomposition de la CENI. Des exigences qui ont suscité une réaction immédiate au sein de la majorité qui les qualifie d'inopportunes. Ahmed Elbou. Pour l'opposition, l'organisation d'une élection consensuelle, libre et démocratique s'est faite sur des bases saines et équitables. Concertation et participation de tous sont ainsi des principes requis pour une élection juste et transparente aux yeux des partis signataires de la correspondance adressée au gouvernement ce vendredi. Une commission électorale indépendante issue d'un consensus et représentatif de tous les pôles politiques. À supposer que dans l'actuelle commission se trouve une partie de l'opposition, il est clair que l'aile la plus visible de l'opposition n'y est pas représentée. Et puis le Conseil constitutionnel, qui est l'arbitre, doit être revu. La recomposition de la CENI.
Une exigence jugée inappropriée du côté de la majorité, qui trouve que l'opposition a eu tort de s'absenter à de multiples dialogues dont elle aurait pu se servir comme tribune adéquate. La CENI est une structure adoptée à l'issue de plusieurs dialogues. Elle a été réadaptée et ses outils ont été améliorés à plusieurs occasions. L'opposition ne devait pas s'absenter à ces dialogues. Elle pouvait exposer ses revendications et poser le point qu'elle exige. C'est une opposition qui n'a pas encore trouvé son candidat pour affronter celui du pouvoir sortant, qui se veut exigeante dans la perspective de l'élection de juin prochain. Elle attend du gouvernement neutralité et transparence. Elle tient à une révision du fichier électoral et certainement à un dialogue. Elle devra pour l'instant se contenter du Parlement qui, selon le porte-parole du gouvernement, est l'espace de dialogue indiqué. Et pour analyser un petit peu cette situation, nous avons avec nous ce soir Bakary Gueye, qui est journaliste et également analyste politique. Bonsoir Bakary. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On est normalement qu'à 4 mois de la présidentielle. Pensez-vous que le gouvernement et l'opposition puissent se réunir à temps, se concerter pour restructurer la CENI, le Conseil constitutionnel, également pour réviser les listes électorales? Bon, je crois que ce sera vraiment techniquement impossible parce que le temps imparti est très court. Comme on est pratiquement à 3 ou 4 mois des élections, je crois que en fait la principale revendication de l'opposition consistant à proposer une révision de la CENI qui, comme vous le savez, est pratiquement le principal organisateur de l'élection, moi je crois que cette revendication-là, c'est pas du tout évident qu'elle puisse être vraiment réglée par les autorités, parce que tout simplement la CENI est là, ces instances ont été mises en place maintenant depuis plusieurs mois. Elle a réussi à organiser le scrutin dernier qui, avec bien entendu beaucoup de difficultés, avec toutes les difficultés qu'on connaît, mais le fait de demander à ce que cette CENI-là soit restructurée à quelques 3 ou 4 mois de l'élection, moi je trouve que c'est plutôt utopique. Et là, je crois que la principale responsabilité incombe à l'opposition elle-même, qui est là en train de payer vraiment son attitude et ses positions, sa politique de la chaise vide qu'elle a adoptée depuis quelques années. Moi, je crois que l'opposition est principale responsable de cet état de choses, et je crois que le fait qu'elle ne soit pas représentée à la CENI, en fait, cela est dû tout simplement au boycott qu'elle a pratiquement institué en mode vraiment de relation avec le gouvernement. Donc l'opposition, donc moi je crois que ces revendications... Donc selon vous, c'est vraiment difficile de répondre aux revendications de l'opposition? Je pense que ce serait vraiment pratiquement impossible, parce qu'à 3-4 mois quand même, je vois mal comment on pourrait vraiment restructurer la CENI. Parce que la CENI, quand même, c'est une machine qui est assez lourde, et puis le fait de la restructurer à ce moment-là, vraiment, ça va impliquer beaucoup de désagréments, beaucoup de dérangements, et là, on serait vraiment obligé de repousser les élections, ce qui, je pense, n'est souhaité par personne, à commencer par l'opposition. Il y a aussi cette ambition de l'opposition de se ranger derrière un candidat unique, on en parle depuis un moment. Jusque-là, elle ne s'est pas prononcée de façon définitive pour un seul candidat. Les différents groupes comme FNDU et RFD qui composent cette alliance électorale sont-ils dans une dynamique conflictuelle selon vous? Cela paraît évident parce que cette opposition en général, c'est une opposition qui est très divisée. Donc elle est constituée par différents blocs, donc qui pratiquement ne sont pas sur la même longueur d'onde. Et pour cette question de candidats notamment, il y a beaucoup de velléités de part et d'autre. Chacun veut se présenter et cela n'est pas possible. Et l'opposition, malgré le fait qu'elle ait déjà pris conscience que le fait de présenter un seul candidat va vraiment lui offrir toutes ses chances pour pouvoir vraiment prétendre peut-être à la victoire à l'élection, malgré donc le fait qu'elle soit consciente de cela, ses dirigeants sont jusque-là dans l'incapacité de se mettre d'accord sur un candidat unique, ce qui est la seule voie pour qu'elle puisse réellement vraiment arriver à peut-être... Cette question de candidat unique, est-ce pertinent en fait? Parce que le président sortant ne participe pas justement aux élections. Est-ce pertinent d'avoir un candidat unique? C'est vrai que le président sortant ne participe pas, mais elle doit faire face quand même
à une concurrence assez coriace avec le parti au pouvoir qui est là et qui a donc, dont les soutiens sont toujours les mêmes, qui sont toujours là. C'est un parti État, donc avec tout ce que cela implique comme force, comme moyen, etc. Donc le fait qu'elle ait un candidat unique, cela vraiment est quelque chose, c'est vraiment, je dirais peut-être la seule voie qui pourrait assurer à l'opposition vraiment de pouvoir vraiment voir son candidat peut-être passer. Et le fait aussi qu'elle aille en ordre dispersé, moi je crois que cela va tout simplement dilater ses forces et cela ne va pas du tout lui profiter. Et donc moi je crois que le fait qu'elle ait un candidat ou peut-être deux candidats qui pourraient peut-être à l'occasion d'un éventuel second tour s'allier, là je crois que ce serait quand même beaucoup plus intelligent pour que l'opposition puisse vraiment... Est-ce possible de le faire quand même pas? C'est possible que les élections vont se dérouler dans 4 mois, normalement. Est-ce possible d'avoir ce candidat, ou même deux candidats? Moi, je crois que c'est une question de volonté politique, et je crois que c'est tout à fait possible. C'est une question de... Je crois que l'opposition, quand même, est constituée d'hommes assez mûrs, d'hommes donc qui sont assez bien, qui connaissent assez bien la situation donc politique, et c'est des gens qui peuvent effectivement, s'ils le voulaient, si vraiment ils mettaient leurs ambitions personnelles, leurs intérêts peut-être personnels à côté, si réellement ils s'engagent pour un réel changement en faveur donc des populations mauritaniennes, moi je crois que si réellement leur discours, ils croient eux-mêmes à leur discours, ils peuvent trouver facilement un candidat unique. Il y a quand même deux candidats des candidats qui sont déjà là, avec la candidature du ministre de la Défense, également de Biram en fait, qui s'activent d'initiatives de soutien et de partisans en prélude de cette présidentielle. Ces deux personnalités sont-elles en avance, disons, en train de prendre de l'avance par rapport à l'opposition traditionnelle? Bien entendu, ils sont bien en avance, parce que c'est des gens qui sont déjà là, qui sont sur le terrain, qui sont déjà en pré-campagne. Ils sont bien entendu en avance, ils ont pris une très grande avance d'ailleurs sur l'opposition qui n'arrive toujours pas à se mettre d'accord sur le candidat unique ou les candidats qu'elle va présenter, malgré le fait qu'elle ait mis en place une commission pour cela depuis maintenant plusieurs semaines. Je crois que ces deux candidats ont réellement, vont prendre de l'avance et vraiment ça va les avantager beaucoup. Merci beaucoup Bakary Gueye. Je rappelle que vous êtes journaliste et également analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Dans le reste de l'actualité, alors que la loi sur le genre continue de faire polémique en Mauritanie, le projet SWED pour l'amélioration des conditions de vie des femmes et des jeunes filles et la réduction des inégalités de genre dans le Sahel tiendra 2 ateliers. La semaine prochaine à Nouakchott, juristes et experts en droit des 7 pays membres du SWED, à savoir Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad, se réuniront du 12 au 15 février dans le cadre des ateliers d'échange et de partage d'expériences entre les intervenants sur les cadres juridiques et législatifs relatifs à l'autonomisation des femmes et des filles. Les lois des pays du SWED, en lien avec les thématiques principales du SWED, le mariage des enfants, les mutilations génitales féminines et la promotion de la scolarisation des filles seront analysées et les lacunes identifiées. Ganda, le dernier griot, un film réalisé par notre compatriote Ousmane Diagana, a été sélectionné parmi les 21 films dans la catégorie documentaire long métrage par le comité de sélection du FESPACO 2019. Ce film rend hommage à Ganda Fadiga, célèbre griot décédé en 2009 et dont l'art a joué un rôle déterminant dans la transmission des valeurs au sein de la société soniké. Hamaoula Diagana. Ganda, le dernier griot, c'est le titre du documentaire d'Ousmane Diagana qui réussit une immersion dans la vie de l'illustre griot soninké Ganda Fadiga. Ce film a représenté la Mauritanie au grand rendez-vous du cinéma africain
Ce documentaire est plus qu'un hommage à un artiste. Le réalisateur met l'accent sur le rôle déterminant qu'a joué le griot itinérant qui, dès les débuts des années 80, a insufflé chez les jeunes courage et détermination à l'action. C'est en restant dans la pure tradition des griots que l'homme a contribué à la transmission des valeurs de la société soninké et de la mémoire collective africaine. Voilà. Il n'y aura pas un autre Ganda. Ganda peut avoir des homonymes, mais le changement de Ganda, non. Ça n'existe plus. Voilà. On peut imiter Ganda, mais on ne peut pas être comme Ganda. Voilà. Moi, en tant que son ami, son premier élève, je limite seulement, mais je ne peux pas être comme Ganda lui-même. Voilà. Ganda Fadiga est décédé en 2009, léguant à l'humanité une mémoire riche qu'il faut sauvegarder. C'est cela le sens du film de notre compatriote qui a décidé de refaire le dernier voyage de Ganda. Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, ESPACO, est un événement annuel très prisé par le monde du cinéma, notamment africain. Prévu du 23 février au 2 mars 2019 dans la capitale burkinabé, la 26e édition de cette grande manifestation passera au peigne fin 36 documentaires parmi les 124 films en compétition. Les travaux du Forum arabe sur les finances publiques ont débuté ce samedi à Dubaï, Émirats arabes unis, en marge du sommet international de gouvernement et avec la participation de la Mauritanie. Cette rencontre est l'occasion pour les pays participants de discuter des défis auxquels sont confrontés les décideurs politiques de la région et d'échanger leur expérience sur la mobilisation des ressources. L'accent sera également mis sur les perspectives économiques mondiales et régionales, les évolutions macroéconomiques et leur impact sur les pays arabes, les règles et cadres budgétaires qui pourraient être utiles et l'amélioration de la coordination entre les politiques budgétaires et monétaires dans les pays arabes. À 2 semaines de l'élection présidentielle sénégalaise, Khalifa Sall, le principal opposant politique, vient de faire un choix qui pourrait bien bouleverser un scrutin que l'on annonce acquis à Macky Sall, président sortant et candidat à sa réélection. Incarcéré depuis mars 2017 et écarté de l'élection suite à une condamnation pour escroquerie portant sur les deniers publics, Khalifa Sall a choisi de soutenir le candidat de l'opposition Idrissa Seck. C'est par voie de communiqué que l'ancien maire de Dakar s'est prononcé en faveur du chef du parti Réumi, dont la coalition Idy 2019 a déjà engrangé le plus de soutien dans l'opposition, un soutien fortement apprécié par le bénéficiaire lui-même. Nous l'écoutons. Je voudrais également me réjouir de l'arrivée dans la coalition de mon frère et ami Khalifa Ababacar Sall. Mel le désir de changement du peuple sénégalais se construit et se consolide chaque jour qui passe en direction du 24 février 2019. Une autre alliance, arabo-kurde cette fois soutenue par Washington en Syrie, a annoncé ce samedi avoir lancé sa bataille décisive pour éliminer les djihadistes du groupe Daesh de leur ultime réduit dans l'est du pays en guerre. La bataille a commencé, a ainsi indiqué un porte-parole des forces démocratiques syriennes, Mustafa Bali. Selon la coalition internationale, le groupe Daesh contrôlerait désormais moins de 1% de son califat autoproclamé qui couvrait autrefois de vastes régions en Syrie et en Irak. Après une montée en puissance fulgurante en 2014 et la proclamation d'un califat à cheval sur la Syrie et l'Irak, Daesh a vu son territoire se réduire comme peau de chagrin face à de multiples offensives dans ces deux pays. En Irak, les autorités avaient proclamé la victoire sur Daesh en décembre 2017.
Sport à présent, avant de clore ce journal victorieux en déplacement hier en match d'ouverture de la 16e journée de Super D1, 3-0. Le FC Nouadhibou enchaîne un deuxième succès de rang et compte désormais 3 points d'avance sur ses plus proches poursuivants, Nouakchott Kings et le FC Tawarzena. Les Oranges de Nouadhibou ont joué le match en se montrant toujours aussi efficaces face à Nouakchott Kings. Ce 9e succès de la saison permet à l'équipe orange de Nouadhibou de consolider sa place de leader avec désormais 31 points plus 23 à 3 longueurs du dauphin Nouakchott Kings qui essuie du coup sa deuxième défaite de la saison. Voilà sur cette note sportive que s'achève ce journal, le rappel des titres. Les écoles privées ne refusent pas de payer les impôts, mais ils ont besoin de conditions allégées. Une requête du syndicat des acteurs de l'enseignement privé pour régler son contentieux avec le fisc. Les partis de l'Alliance électorale demandent la recomposition de la CENI et le Conseil constitutionnel pour des élections transparentes. Une exigence inappropriée se répond à la majorité. Au Sénégal, l'ancien maire de Dakar décide de soutenir l'ex-premier ministre Idrissa Seck à la présidentielle, un soutien de poids qui risque de changer la donne du scrutin du 24 février. Excellente suite de programme sur Sahel TV. Bonsoir.